Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Ça, poulet! 109.1 Sport des sous. Ici Charles Dibert qui vous dit... De retour au World Mime Spike. Fils de chien! Fils de chien! Ok, fini là! Match nul! What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Épisode 79, on se rapproche du 100e, quoique certains diront que si on continue au rythme d'un épisode aux 3 mois, on va atteindre le 100e épisode dans 5 ans. Mais que cela ne tienne! Match Nul est de retour dans un format différent que vous allez découvrir tout au long de l'épisode, c'est-à-dire moi qui parle tout seul devant un micro et qui sombre tranquillement vers la folie. Ça n'interdit pas que vous allez entendre des voix familières au courant de l'épisode, mais ça sera des surprises, hein? Je vais faire mon possible à avoir un épisode par mois et au moins une session de Match Nul Gaming. Soyez conscients que je suis le seul à tout faire, donc ma batte d'avance s'il y a rien ou des trucs en retard. Mais bon, c'est toujours là, fait que je vais quand même être là, je vais voir les affaires, inquiétez-vous pas. Et de toute manière, si vous n'avez pas ça, écoutez autre chose, hein. C'est notre modo, hein, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Donc on ne fera ça jamais à écouter notre podcast parce que le gouvernement du Canada n'a pas répondu à notre demande de faire Match Nul, le seul podcast disponible sur Spotify. Donc... à quoi s'attendre de la nouvelle mouture de Match Nul? On fera pas comme toutes les émissions de sport qui nous disent à chaque saison qu'ils vont voir le sport d'une autre manière, mais en parlant presque juste du Canadien. Bon, ok, inquiétez-vous pas, on a toujours notre segment mercantile pertinent, le Canadien en 5 minutes, mais outre cela, on va vous offrir 2 chroniques sportives qui vont vous permettre de voir le sport d'une autre manière. Ouais, ok, je viens de dire un peu exactement ce que je voulais pas dire, mais en gros, c'est qu'on va parler des choses qu'on parle pas vraiment dans le sport, comme d'où ça vient le curling, ou encore quel est le meilleur magazine de ce pool-là, ok. En gros, on va parler de trucs que personne ne parle, mais que tout le monde connaît. C'est clair, hein? En fait, c'est pas mal la même affaire que les autres disaient, mais bon, bref. On notera aussi dans notre nouvelle mouture un virage plus déjanté, parce que ça ne tente pas de faire... nous, c'est ça, je suis rendu tout seul, mais c'est pas grave. Ça ne tente pas de faire un podcast comme les autres avec des invités puis jaser pendant 2h30 d'affaires d'adultes, là. C'est pour ça qu'avec cette superbe stratégie, nous allons rester le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Donc, au menu de l'émission, des sketchs de nouveaux segments, le retour d'anciens segments et des chroniques originales sur le monde du sport. Et on commence tout de suite par ça en se posant une question tout simple sur les poules de hockey, plus précisément les prédictions des meilleurs pointeurs. Tu sais, à chaque année, là, on est bombardé de différentes listes qui placent bien évidemment Connor McDavid en haut et que la plupart d'entre nous se fient dessus pour choisir le joueur qui seront dans notre pool. Toujours plus utile de prendre l'avis des experts que de faire le sale boulot de recherche nous-mêmes. Hein? Mais moi, je me suis posé la question suivante. Au final, y étaient-tu bonnes leurs prédictions? Donc, j'ai décidé de revenir en arrière et de voir à quel point les experts sont précis en comparant leurs prédictions avec le véritable nombre de points amassés par le joueur pour, au final, trouver quelle est la meilleure référence qui a le plus souvent raison. Hein? Pas trop compliqué. Bon, je suis conscient que le sujet est pas tant d'actualité. Hein? On voulait sortir l'épisode à la fin de septembre, mais comme je l'ai déjà mentionné, je suis rendu tout seul, donc voilà pourquoi nous sommes rendus en novembre avec ce sujet d'actualité pertinent pour ceux qui tardent un peu à faire leur pool ou qui se rendent compte qu'ils ont foiré dans leur repêchage et qui se préparent à celui de l'an prochain. Donc voici les barèmes que je vais utiliser pour évaluer les précisions des prédictions. Sur la période des 5 dernières saisons, je prends le top 20 des prédictions avec les points prévus et les points par match. Parce que prédire des blessures, c'est un peu YOLO dans la vie. Donc, on va prendre les points par match. Ça permet d'avoir une donnée de plus dans la comparaison. Hein? On prend ce top 20-là de joueurs et on vérifie combien ils ont fait de points dans la vraie vie avec leurs points par match. Finalement, on regarde le différentiel entre les prédictions et la réalité et on fait une conclusion. Hein? Un peu trop scientifique à ton goût? Laisse rouler le podcast et va prendre ta douche. On devrait être rendu au joke de pète quand tu reviendras. Mais là, la question se pose. Hein? Quel expert choisir pour faire cette grande quête de vérité? On va se limiter à 3 parce que de 1, en prendre plus, on finirait par se perdre dans nos analyses. Et de 2, j'ai pas vraiment le temps de tout vérifier. Et de 3, ça prend toujours 3 coups pour tuer le boss dans les jeux vidéo. Donc, ça fait un beau chiffre pour tuer des experts de hockey. Bon, on ne tuera personne, là, on s'entend. Là, ce genre d'affaires-là, on règle ça après le podcast. Donc, lesquels choisir? Niveau magazine, c'est évident que Hockey le magazine s'impose. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a décrit le mot hockey en plus gros sur sa couverture, donc ils doivent connaître ça plus le hockey que les autres. Hein?
Niveau télévisuel, on va se fier à ESPN. Ils viennent d'acquérir les droits de la LNH cette année et ils sont américains, alors ils seront un peu les moutons noirs de nos experts. Hein. Et pour compléter le trio, niveau Internet, on va y aller avec lepool.com parce qu'avec un nom de même, c'est soit que c'est la référence dans le monde des poules de hockey, soit qu'ils connaissent vraiment le billard. Donc on va prendre une chance avec eux, d'un coup que ce soit les experts du monde hockey. Et qu'est-ce que ça donne tout ça? Premièrement, il faut dire que les 2 dernières saisons sont un peu spéciales. Hein? Celle de 2019-2020 qui fut interrompue par une pandémie et celle de 2020-2021 qui commença en janvier. Donc, certains de nos experts avaient prédit des saisons complètes pour ces saisons-là, d'où l'importance de la statistique du point par match. Bref, on a le parfait timing pour faire ces analyses, hein, vous comprendrez bien. J'ai aussi décidé qu'une bonne prédiction précise, elle doit être dans un rayon de 5 points des points récoltés par le joueur. Par exemple, hein, si Hockey Magazine prédise que Malkin fera 76 points, je considère qu'ils auraient une bonne prédiction si Malkin ferait entre 71 et 81 points. Parce qu'on va pas virer fou pour 5 points d'écart, hein, mais 6, oui, vous comprenez. Donc, on est à peu près autour du 76. On se dit que si tu te trompes de 5 points, c'est chill, OK? On va pas te juger bien. Même chose pour les points par match. 0.05 points par match équivaut à plus ou moins 5 points. Donc, c'est à peu près legit mon affaire, ce que je vous dis. Parce que c'est moi qui parle, hein? C'est sûr que ça. Bon. La statistique du point par match est très importante car il est dur de prédire des blessures ou des pandémies mondiales à moins d'être aussi vague que Nostradamus ou d'être un poulpe dans un zoo en Allemagne. Elle permet donc de voir si les experts avaient bien analysé le joueur. Par exemple, encore Malkin, hein, parce que lui, il se blesse tout le temps. Hein? Les experts lui prédisent pour une saison de 82 matchs 98 points, ce qui lui donne une moyenne de points par match de 1,20 points par match. Toutefois, s'il joue seulement 41 matchs, mais qu'il amasse 47 points, ça lui donne une moyenne de points par match de 1,15 points par match. Donc, on considère que les experts ont bien évalué le joueur vu qu'ils ont seulement 0,05 points d'écart entre les deux. C'est-tu à peu près clair ce que je dis là? Si t'es encore mêlé, recule de 2-3 minutes pour écouter ce que je viens de dire, puis après ça, tu vas être good to go pour notre analyse. Et on commence tout de suite avec Hockey Magazine. Hockey Magazine, en moyenne, pour les 5 dernières saisons, ils prédisent entre 10 et 11 joueurs qui se trouvent dans le top 20 à la fin de la saison. Donc, ça veut dire qu'il y en a 9 qui se sont trompés. Genre, maintenant, ils ont dit Joe Thornton va finir dans le top 20, puis ils se sont trompés. Hein? Gang de tweet. Ils ont tendance, eux, à surévaluer les joueurs. Donc, ils font moins de points que leurs points par match prévus. Ça, c'est quand même un petit red flag, ça, ici, que je vous dis ça. Hockey Magazine a malgré tout réussi, en moyenne, à prédire 5 bonnes prédictions sur 20 pour les points. Donc, on a 5 bonnes prédictions, qu'on est dans les alentours des points qu'il avait dit. On a 3,5 pour les points par match, par saison, et 2,5 pour les prédictions spot on. Ouais, c'est ça. En tout cas, soit qu'ils ont réussi à prédire le nombre de points en plus du nombre de points par match pour un joueur. Ça, c'est pas pire, ça. Fait que c'est la prédiction spot on. Mais il faut prévoir un écart d'une quinzaine de points autour des prédictions. Donc, ça veut dire qu'habituellement, quand ils prédisent, en moyenne, ils se trompent de 15 points. Pour tous les joueurs. Ça se peut qu'ils sont spot on, ça se peut que d'autres. Donc voilà, c'est à peu près ça, Hockey Magazine. Fait qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-tu bon ou non, Hockey Magazine? Il y a juste une manière de savoir, c'est de comparer les autres avec les mêmes barèmes. Donc, ESPN, les experts américains, eux, ils ont réussi à prédire 12 joueurs en moyenne pour le top 20. Et contrairement à Hockey Magazine, ESPN a tendance à sous-évaluer les joueurs. Donc, ils font plus de points que les prédictions d'ESPN au final. On se rappelle que Hockey Magazine, eux, il y avait seulement 10 à 11 joueurs dans le top 20. Pour les 5 dernières saisons, ESPN a réussi 4,3 bonnes prédictions sur 20. Pas tant bon, ça, pour les points. 3,7 pour les points par match, pas pire, et 3 pour les prédictions spot-on. On se rappelle que Hockey Magazine en avait 2,5, donc c'est quand même pas pire, ils sont meilleurs que le Hockey Magazine. Et leur record de points autour de leur prédiction est de 14 points. Hein, on se rappelle que Hockey Magazine, c'est 15 points. Ouh là là, léger avantage ici pour ESPN, un petit peu plus précis, et surtout qu'ils sous-évaluent les joueurs, donc moins de déception vu que les joueurs dépassent leurs prédictions. Est-ce que le pool.com sera délogé ESPN qui est maintenant premier dans nos choix? Allons voir. Le pool.com, lui, prédit en moyenne entre 11 et 12 joueurs pour le top 20, mais par contre, il en a prédit 14 sur 20 lors des 2 dernières saisons. Bon, c'est des saisons pandémiques, peut-être que ça compte pas vraiment, mais quand même, ils ont quand même ça. Hein? C'est plus que Monsieur Hockey Magazine. Et le site Internet a tendance à être
pas mal dans l'évaluation des joueurs. C'est-à-dire que la majorité de ces prédictions se trouvent dans l'écart de 5 points qu'on juge être une bonne prédiction. Oh, ça sent le gagnant, ça, hein? Pour les 5 dernières saisons, le pool.com a réussi 5,7 bonnes prédictions sur 20 pour les points, 6,8 prédictions pour les points par match et 3,7 prédictions spot-on, dont 5 durant la saison 2018-2019. Ça veut dire que ils en ont pas. Le quart de leur top 20, ils l'ont eu spot-on, les points et les points par match. Leur record de points autour de leur prédiction, quant à eux, c'est 12 points. Hey, hein? Me semble que c'est clair, là, hein? Il semble évident que le pool.com est la source de prédiction la plus proche de la réalité. Bon, je sais qu'on les a pas tout fait, mais c'est pas grave, hein, car juste avoir cette information-là, ça va vous permettre d'avoir un avantage sur les autres poolers l'an prochain, bien sûr, parce que cette année, on oublie ça, il est trop tard, hein, on l'a dit tantôt. Le défi reste par contre tout de même de repêcher le bon joueur au bon moment, ce que donc moi, je suis incapable de faire. Alors voilà, on va passer à un tout nouveau segment qui s'intitule Potinage de vitesse, où l'on va faire le tour des grandes rumeurs et potins du monde du sport rapidement, en moins d'une minute, hein, avec un titre de même, c'est pas mal ça que ça dit. Hein. Pour les OG, ça ressemble un peu à la galerie de presse, sauf sans les jokes cringe. Est-ce que la Chine va faire les Olympiques 2022 au hockey? Parce que là, on se demande beaucoup ça, parce que, tu sais, ils sont pas très bons, ils vont se faire péter, puis là, le monde se dit, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir être là? Ben, moi, ce que je pense, d'après moi, c'est que la Chine, il faut qu'ils soient là, parce que, tu sais, c'est les autres, puis ça va être drôle, s'il vous plaît, voir des Chinois sur la glace. Les rumeurs s'intensifient. Tampa Bay, Montréal, garde partagée. Ça marcherait-tu vraiment? Écoute, un stade dans 2 villes, est-ce que les gars de la Floride vont vraiment vouloir jouer à Montréal, puis les partisans de Montréal vont-ils vouloir vraiment regarder ça ailleurs qu'à Tampa Bay? En même temps, on devrait appeler cette équipe-là les Snowbirds de Montréal-Tampa, ça serait le plus logique. Un jeune abandonne ses études pour devenir un champion de ping-pong. Écoutez, il veut se rendre aux Olympiques pour essayer de se battre contre les puissants Chinois. Ouais, parce que les Chinois sont bien bons au ping-pong, peut-être pas au hockey, mais au ping-pong. Est-ce qu'il va être capable? La question qu'il fait. On le souhaite, on veut plus faire une commandite s'il veut, mais en même temps, on n'a pas vraiment d'argent, donc ça, je lui suggère, c'est de trouver... Ouais, bon, ça prend vraiment un thème pour me faire ma gueule, hein, c'est ça qu'il faut. Bon, ben, on va faire une petite pause, parce que, maintenant, je fais juste moi qui parle, ça commence à être long, hein. On va faire une petite pause, et au retour, on parle avec un athlète qui a marqué la dernière année, hein. Je vous dis pas c'est qui, mais ça a l'air qu'il court plus vite qu'un cheval. Ne manquez pas en prestation spéciale tous les mardis soirs au bar, resto, lounge, café, bar, terrasse, grill, salon, bar, le Criquet, Joseph Pantalon. Si ton équipe va gagner, tape de main. Si ton équipe va gagner et que tu sais qu'elle va gagner, si ton équipe va gagner, tape de main. Hey, c'était mauvais en tabarnak, ça! Accompagné de son fameux clavier, il vous chantera les plus grands succès entendus dans les arénas. Ok, tout le monde ensemble. Go, équipe, go. Go, équipe, go. Go, équipe, go. Venez aussi constater par vous-même sa légendaire relation avec les spectateurs. Au petit couple qui vient d'arriver, faut juste mettre les petites pantoufles sur vos bottes pour pas mouiller le plancher. Quoi? Ah, c'est pas moi qui fais les règles. T'es un loser, Pantalon! Oh, on a une demande pour une petite chanson de perdant, les amis. Merci, maman. Oui, Joseph Pantalon, le seul et l'unique. Maître dans l'art de raconter des anecdotes captivantes. L'autre jour, j'étais au stade et en me rendant à mon siège, j'ai pilé sur du plancher collant. Joseph Pantalon. Tous les mardis soirs. Venez en grand nombre. Ou en petit nombre. En tout cas, venez. Les 20 premiers arrivés, on leur donne 10 piastres. Merci tout le monde. You mon petit piège? Are you listening? Damn. Les grandes entrevues. Les grandes entrevues. Les grandes entrevues. Les grandes entrevues. Sois les invités, pose les vraies questions. On est prêt à tout donner pour l'information. C'est Paul Godivu qui arrange l'émission. Les grandes entrevues au milieu de l'action. Et on continue notre émission en force avec quelqu'un de très spécial aux Grandes Sports Revues. Il ne sera pas très occupé cette année et à force de l'appeler à chaque nuit, il a finalement accepté notre invitation pour le podcast. Nul autre que le capitaine fantôme des Canadiens de Montréal, Shea Weber. Monsieur Weber, comment allez-vous?
Bon, je vois que les cours de français n'ont pas vraiment porté fruit, hein? Je vais donc poser mes questions en anglais, cher auditeur, mais inquiétez-vous pas, je vais quand même tout vous traduire. Là. Donc, on recommence. Mr. Weber, all going you. Good. Puis je vais vous poser la question qui brûle sur les lèvres de tout le monde. I want to pose you the question burning on the lips of everybody. Pensez-vous qu'une équipe de baseball séparée en 2 villes est viable pour Montréal? Ouais, comment je dis ça en anglais? Ah oui. Think you that a team of baseball split in 2 villes is lifeable for Montreal? Mr. Weber, je suis pas sûr de bien comprendre de ce que vous... Bon, je pense que mon Wi-Fi a de la misère à joindre Weber. Je vais raccrocher, je vais essayer de l'appeler sur son téléphone. C'est ça qui arrive quand on se connecte au Wi-Fi de la belle province, hein? Pas grand-chose de fiable ici, sauf être sûr d'avoir TVA qui joue sur une petite télé. Hey, Mr. Weber, it's match nul, de podcast que nobody écoute. Oh, il semble que la ligne a été coupée. Je vais réessayer de la rappeler. Ça serait un peu plate de laisser les nuls sans réponse de leur capitaine, hein? Attends, ça peut pas être le capitaine des nuls, sinon ça serait un nul. Weber, il est pas nul. En fait... Je pense pas. Es-tu nul? Bon, c'est la boîte vocale. Hey, Mr. Weber, the captain of the news. You know the great sport interview you got to do? Ben, do it or on vous appellera plein we will call you full of shit. Ouais, so good day and veuillez agréer de mes salutations distinguées. Ouais, je pense que j'ai peut-être fait une erreur dans mon message. Va le rappeler, hein? Ça serait plate qu'il garde l'impression qu'on est juste un balado sportif amateur, hein? On va corriger ça. Faut pas avoir l'air fou quand même. On a une réputation à sauver. Ou créer. En tout cas, faire de quoi? Yes, hello again, match nul in the phone. When I said the great sport interview, I was meaning to say the great sporter view. Just want you to say so you don't get confused, hein? Ciao, là! Bon, une chance que j'ai spécifié ça, sinon on aurait eu l'air fou, hein, s'il vous plaît. Mais faut savoir que je maîtrise pas encore tout à fait l'art des entrevues, hein. En tout cas, pas autant que notre collègue de la radio sportive pour les sourds, Louis J'entends pas, qui a mené une entrevue avec un couple pratiquant le bobsleigh. Vous allez voir comment on mène une entrevue. Regarde, je vais vous faire entendre ça, là. Je vais juste changer de poste pour vous, attendez un peu, là. Vous êtes à l'antenne du 109.1 Sport des Siours en direct des îles de la Madeleine où le championnat mondial de bobsleigh se déroule. Hein? Et on est là pour que vous puissiez vivre l'expérience sonore comme si vous étiez, hein? Gang de chanceux. Nous aurons la chance de faire une descente avec notre équipe nationale mixte composée de Virgile et Élise. Donc, Virgile, dites-moi, qu'est-ce qui influence le plus le résultat d'une descente de bobsleigh? Ah ben, il y a plusieurs facteurs, c'est sûr. Le plus important, c'est vraiment le poids des participants. Ouais, car plus on est lourd, hein, plus ça va vite, hein? Ouais, ben, sinon, il y a aussi l'aérodynamisme, hein, qui a beaucoup d'impact. Par exemple, le casque qu'on porte permet de remplacer les formes de notre visage par des formes plus aérodynamiques. Donc, vous cachez vos formes de visage, d'accord? Et sinon, par rapport à la position du bobsleigh, hein, comment c'est déterminé? Ah, ben, c'est sûr, généralement, le leader est en arrière, là. Ok, d'accord, on place le meilleur en arrière. C'est pas tout à fait... Mais qu'est-ce qu'on attend en ce moment, là? Ma femme est en train de se préparer, elle devrait être là 2 minutes à l'autre, là. Ah, justement. On est prêt? Depuis 15 minutes, oui, hein? Allons-y. Donc, Louja, tu peux t'asseoir, on va donner la swing, puis on va t'en rejoindre. Ça court longtemps, hein? Ouais. Donc, là, Virgile, vous me disiez qu'un participant trop lourd affecterait le résultat d'une descente. Quoi? Moi, ça? Tu trouves que je suis lourde? Ben voyons, c'est pas ça que j'ai dit, là. Ah là, Virgile, vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure et là, vous me dites le contraire. Essayez-vous de me cacher quelque chose? Je devrais remarquer que j'ai appris pas mal de bédaines dans les derniers mois. T'es peut-être mal placé pour dire que je suis grosse. Louis-Jean, mal compris, là, c'est pas ça que j'ai dit. Eh bien, là, si vous changez ce que vous dites, il va falloir recommencer l'entrevue, hein. Je vais devoir vérifier vos réponses. Si vous disiez que les masques permettaient de cacher vos visages, c'est ça? Alors, oui, hein, c'est tellement important de cacher mon visage pour que monsieur puisse se concentrer. C'est pas ça, Si je suis si laide, tu peux toujours te jumeler avec une plus jeune comme la belle Brenda. Non, hein? Élise, il s'est rien passé avec Brenda, je te l'ai dit. Et t'as mal compris, là. Moi, je parlais juste d'aérodynamisme. En tout cas, moi, dans mes notes, ça ne parle pas d'aérodynamique.
C'est vraiment écrit casse pour cacher le visage. Puis j'ai aussi noté le meilleur s'assit en arrière. J'imagine que ça, c'est pas vrai non plus, hein? Ah, ben sacrément, monsieur est le meilleur à part de ça! Chris, là. On sait bien, hein? C'est toi qui fais tout pendant que ta grosse femme laide ajoute le poids dans ton bobsleigh. C'est pas hein? ça que j'ai dit. Là, faut tout le temps que tu t'emportes pour rien avant d'écouter ce que j'ai à dire, là. Ah, c'est pas ça que j'ai dit! Tu vas me dire que monsieur a tout inventé ça pour le fun, hein? Calme-toi, là, avec tes histoires inventées, C'est là. tout le temps pareil avec toi, hein? T'es pas capable d'assumer ce que tu dis. T'écoutes pas ce que je dis. Comment tu veux que tu fasses confiance? Tu m'as jamais dit ce qui s'était passé avec l'équipe de bobsleigh Ben oui, je l'ai crossé, le grand danois. Oh, je le savais, t'es Bon, là, le couple se chicane un peu, je vais voir si je peux modérer. Monsieur! Madame! La gueule! Oh, ben, je crois que ça va finir ici, hein. J'espère que son reportage vous a permis d'en apprendre un peu plus sur la dynamique qui règne entre les bobeurs, hein? Ah, le bobsleigh, hein? Un sport étrange qu'on comprend pas trop comment quelqu'un a eu l'idée de mettre 4 personnes dans une boîte et de les faire descendre à vive allure. Mais on élucidera ce mystère une autre fois, car aujourd'hui, on va se pencher sur l'un des sports les plus populaires au Canada, en tout cas dans les parties plates du Canada, le curling. Mais oui, ce fameux sport digne d'une longue infopub de ballet, Swiffer capte souvent l'imaginaire des gens qui se demandent pourquoi diantre faire un sport à partir d'une tâche ménagère? Inquiétez-vous pas, cher nul, Match Nul est là pour vous expliquer d'où ça vient ce sport de femme de ménage. Bon, trêve de blagues ménagères parce que là je n'ai fait assez, et embarquez dans la machine à voyager dans le temps pour mieux comprendre d'où ça vient le curling. Oui, c'est le retour du segment Tire-toi une bûche pour ceux qui n'avaient pas encore compris. On s'en retourne dans le temps pour voir si on nous ment. Qu'est-ce qui se passait avant qu'on appelle ça temps. On pèse sur la pédale, fouillant dans les annales. Revoir des gros scandales, point de vue impartial. Les arbitres une arnaque, la crosse pas les mini-max. Mise avec tout, back, on démifie ça, barnac. Arrête de faire l'autruche, et fais pas ta nunuche. Avec nous tu seras pas de cruche, fait que tire-toi une bûche. Nous voilà donc au début du 16e siècle, l'ère où les peuples autochtones se faisaient jouer le tour du qui part à la chasse perd sa place. Mais notre histoire commence loin de ces tracas-là, en terre écossaise, sur un lac gelé en 1511. Comment ça, une date aussi précise? Ben de nos jours, on a découvert dans un de ces lacs-là une pierre avec la date de 1511 dessus. Et comme on sait que les poissons ne savent pas très bien tailler la pierre, les scientifiques en ont donc conclu que ça devait être la première pierre de curling de l'histoire. On retrouve même des écrits et une peinture s'intitulant « Paysages d'hiver avec une trappe à oiseaux » qui s'apparente à un jeu où l'on fait glisser des roches sur de la glace. Fait que le curling, hein, tu sais. Ouais, on s'amuse comme on peut dans le passé, hein, tu sais. Quand tu meurs à 40 ans, il faut que tu vis la vie à fond. Mais le sport commence à prendre forme tranquillement. Au 17e siècle, on ajoute des poignées sur les pierres parce que c'est plus facile à pousser. D'ailleurs, à l'époque, le sport est plutôt connu sous le nom de Roaring Game, ou le jeu rugissant, dû au son de frottement de la pierre sur la surface. Et c'est un peu de là que vient le nom du curling, car pour ceux qui parlent pas souvent le dialecte du paysan écossais, le mot curl signifie la rotation de la pierre en avançant sur la surface. C'est un peu comme les curly hair, les cheveux frisés, ça tourne jusqu'à ce que ça rencontre une surface chaude. Même chose pour les pierres au curling. Dès qu'il fait chaud, elles arrêtent de tourner puisqu'elles se retrouvent au fond du lac. C'est à ce moment qu'on commence à faire des règles, hein, car c'est bien beau jouer street, à un moment donné, il faut bien passer plus de temps à jouer au sport qu'à s'ostiner sur les règles du jeu qu'on invente au fur et à mesure. Bien évidemment, le sport devient populaire dans les pays où il y a des bonnes conditions de glace, donc c'est en Écosse et au Canada avec les immigrants écossais qui vont poser les bases du sport. Plusieurs clubs de curling voient le jour au courant du 19e siècle, dont le plus vieux club athlétique toujours actif en Amérique du Nord, le club de curling le Royal Montréal. Il fut fondé en 1807, alors que la ville de Montréal avait une population équivalente à la moitié de la capacité du Centre Bell. Tu sais, quand ton club athlétique est plus vieux que le pays dont il fait partie, c'est ça, hein? Bon, là, ça fait un moment qu'on est dans l'histoire du curling et j'ai toujours pas parlé de l'élément le plus marquant du sport, le ballet. L'affaire, c'est qu'on sait pas vraiment quand ils ont été introduits. Et quand je dis on sait pas, c'est parce que j'ai passé 3 heures à chercher toutes les variations de la question d'où viennent les ballets de curling sur Google et ça n'a rien donné de concluant. Je vais quand même pas commencer à lire des livres pour faire une chronique sur le curling, là. On retrouve tout de même des traces sur des peintures datant des années 1800 avec du monde qui ont un ballet et qui regardent une partie de curling. Donc, on peut en conclure que ça serait dans ces années-là que l'utilisation du ballet au curling commença, à moins que c'était juste des bonnes femmes qui voulaient chasser le monde qui glissait des pierres sur son terrain. Et les premiers ballets, c'était les fameux ballets en paille, hein, qu'on utilise pour enlever les cochonneries sur la glace. C'est pour ça qu'on l'utilisait. Comme des petites boules de neige, les morceaux de branches ou
des morceaux d'écureuil coincés dans la glace. Avant l'arrivée du ballet, c'était surtout un sport de chance que de précision, de talent et de stratégie. Hein? Comme vous pouvez le constater, le curling, c'était vraiment un sport de pauvres qui, éventuellement, sera volé par les riches, comme à peu près tout dans la vie. Et qui dit riche, parlant de riche, hein, dit amener ce sport sur la plus grande scène internationale sportive du monde entier, les Olympiques. Le curling va faire ses débuts au premier jeu d'hiver à Chamonix, ou à Chamonix, ça dépend pour ceux qui... En tout cas, bref. En France, en 1924, comme sport de démonstration. Et ça restera comme ça jusqu'en 1998, où le curling deviendra officiellement un sport olympique. Ouais, ça a pris du temps quand même. Hein? Il est à noter aussi que le curling fut l'un des premiers sports à être populaire chez les femmes. Je sais pas trop pourquoi, c'est Wikipédia qui le dit, donc allez lui demander si vous voulez plus de détails, c'est ça. Reste que le curling est un sport où règne la bonne camaraderie et la politesse. Il y a malheureusement pas de trash talk de tolérer entre les équipes, hein? Mais non, on peut pas traiter l'autre équipe de pousseux de pierre du dimanche qui astiquent leur manche à balai dans le sous-sol de leur mère. On peut pas faire ça malheureusement. Il est même acceptable dans ce sport-là de concéder la victoire si l'équipe croit qu'elle ne peut pas gagner la partie. Hey, c'est même jugé noble de faire ça. En tout cas, bref. Il est au moins tradition pour l'équipe gagnante de payer une tournée de bière à l'équipe perdante, en espérant que pour l'équipe perdante, c'est pas une tournée de Pat's Blue Ribbon. Bon là, je vous entends dire dans votre bain, c'est donc bien plate comme sport le curling, là. Et vous avez raison, hein? J'ai cherché pendant longtemps des anecdotes cocasses par rapport au sport, mais il n'y en a aucune foutue anecdote. Genre, le joueur de curling le plus badass, là, s'appelait Paul Goswell, puis lui, il avait des cheveux longs, hein, c'est ça, puis il commandait de la pizza au milieu des parties de curling, hein? C'est pas mal ça son côté badass qu'il y avait. Hein? On est loin des patineuses artistiques qui pètent le tibia de leur adversaire pour toucher la gloire. Hein? Donc, en fait, une petite ouverture pour finir notre conclusion. Qu'est-ce qui attend le futur du curling? Hein? Est-ce que les balais sont-ils appelés à remplacer par des robots qui font le ménage devant les pierres? Bon, OK. J'ai dit que je ferais plus de blagues ménagères, je m'en excuse, je vais aller me donner une bonne claque, mais en attendant que je me corrige comme il faut, je suppose que vous êtes toujours demandé cette question. Comment ça se passe, la scène du e-sport sur les petites îles d'Océanie? Une chance que Match Nul est là, avec un beau petit reportage pour vous mettre à jour sur le sujet. Les grands reportages sportifs avec Léopold Pollol. Le e-sport est une pratique de plus en plus émergente dans les pays du monde entier, même dans les confins de l'océan Pacifique. En effet, l'archipel de la République de Vanuatu s'efforce de se créer une expertise dans le e-sport. Mais comment un pays si éloigné a-t-il pu développer une passion pour les jeux vidéo? Un des locaux nous raconte comment les jeux vidéo ont été introduits à leur culture. Mon grand-père a découvert dans une épave échouée une arcade avec le jeu Frogger. Ils ont tenté de comprendre comment la machine fonctionnait. Ils ont même branché l'arcade dans le nez du cochon du village. C'est d'ailleurs pour faire marcher cette arcade que le gouvernement a commencé à électrifier toutes les îles. Le principe du jeu Frogger, on vous le rappelle, est de réussir à faire traverser au travers d'une autoroute et d'une rivière une petite grenouille sans qu'elle se fasse écraser. Une fois l'électricité arrivée, le gouvernement a acquis plusieurs arcades du jeu pour en installer sur les 83 îles de l'archipel. Et ces arcades permettent encore aujourd'hui de faire des liens avec les tribus aborigènes isolées, comme nous l'explique Kalkot Matalskelekeke, ministre des Relations internes. Le fait d'avoir ces arcades nous a permis de faire de vrais progrès avec ces tribus. Par exemple, les Nunalais refusent catégoriquement l'introduction des vêtements modernes, mais adorent jouer et participer à nos tournois de Frogger. Propos incompréhensibles, on les accepte même s'ils sont nus, mais cela montre le progrès possible grâce aux arcades. Mais certains s'indignent que les Vanuatais initient des tribus indigènes au e-sport, comme Ginette Le Tendre, une habitante de Laval, nous l'explique. Ça n'a pas de bon sens. L'autre jour, je l'ai lu sur Internet, sur le site de Elle Québec, que le temps passé devant un écran est du temps non passé à faire des choses plus pertinentes, comme marcher, prendre soin de soi. Faut pas les dénaturer, laisser ces tribus primitives. Ils vont l'inventer eux-mêmes s'ils en ont vraiment besoin. Malgré ces contestations internationales, le président de la République du Vanuatu
Thalys Obed Moses compte bien aller de l'avant avec son projet de faire de la capitale une plaque tournante du e-sport. Maintenant que nous avons l'Internet... Maintenant que nous avons l'Internet haute vitesse à 3 mégabits par seconde, le Vanuatu est fin prêt pour entrer sur la scène compétitive internationale de Frogger. Même si la seule nation active dans le jeu Frogger est le Vanuatu, le pays est confiant de faire partie du G8 d'ici les 5 prochaines années avec sa stratégie vidéoludique. Ici Léopold Polol, à la boule Paltoué, Vanuatu. Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la balado. Mais ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'entrave, ligue ouverte, ligue fermée, ligue orange, alouette. Non, pas d'alouette, ni de club de foot, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est là. Il n'y a pas de capitaine. Pas de capitaine. C'est qui le prochain? C'est qui le leader du Canadien? Il n'y en a pas. Ben, bref. Quand on parle de leadership, on a besoin d'un expert. Et justement, j'ai avec nous Maxime Poliquin, expert en Canadien et leadership. Bonjour. Ben oui. Bonjour. Oui, donc ça serait qui le prochain capitaine du Canadien? Chez Weber, il est pas là. On l'a en eu entrevue. Vous voyez qu'il est pas là. Il est pas vraiment là. On l'a appelé, il était pas là. Pas l'air tout là dans sa tête non plus. Exactement. Il marmonne pas mal. C'est ça. Fait que, je vais te dire, ça fait des semaines, je pense à ça. Je dors plus bien. La nuit, est-ce que je fais juste penser à ça? Mais gars, j'ai fait mes recherches. OK. Tu sais, on regarde au mot leadership. Tu dis, tu as besoin d'un capitaine. Ça prend du leadership, c'est pas compliqué. On a déjà parlé avant sur le podcast. Oui. Un leader, on a essayé d'en trouver un dans le passé dans l'équipe, ça marchait pas. Ça a jamais marché. Tu sais, on s'est rendu en finale de la Coupe d'année, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais Chris, on l'a pas gagné. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de regarder avec le leader. Faut regarder avec. Ben oui, vous vous en souvenez? Avec le ship. Ça prend un bateau, c'est pas compliqué. Puis qui c'est eux qui ont gagné la Coupe, eux, il y avait des bateaux. Il y avait des bateaux, il y en avait en a eu 2 parades sur des bateaux, là. Tu sais, faites le lien, people. Faites le lien. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des recherches très avancées sur. J'ai consulté plusieurs experts dans le fond, puis qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Instagram. Oui. Puis la seule source fiable des Canadiens de Montréal. Ben oui. Pour avoir des nouvelles. Les journalistes, tout ça, ils savent pas de quoi qu'ils parlent. Instagram, c'est directement. En tout cas, j'ai fait mes recherches. Oui. Et dans le fond, quand je l'ai fait, j'ai passé au travail des comptes des joueurs. Oui. Checker quel joueur possédait un bateau, était sur un bateau, avec l'expérience maritime, si tu veux. Le pied marin. Le pied marin. Oui. Fait que ce que j'ai vu, il y a certains joueurs qui pourraient être intéressants, comme Cédric Paquette. Oui. Cédric Paquette, mais tu sais, lui, il était juste sur un paddleboard. Okay. Ça prend un pied marin sur un paddleboard. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas assez, c'est pas un bateau. Ouais. Sami Nikou, un Sidou, on s'approche déjà un peu plus, mais on n'est pas rendu. On peut pas garder ça sur sa cour. C'est ça. Mike Hoffman, c'est un canot, pas de moteur, bateau, oui, mais c'est-tu son canot à lui? On le sait pas. Fait que là, je suis allé dans les vraies affaires, j'ai trouvé Carey Price, le seul et l'unique. Oui. 3 photos. 3 photos sur un bateau. OK. C'est pas rien. Si tu son bateau à lui, probablement il est fucking riche. Il fait genre 10 millions par saison, le mec. Ouais. Fait que... Mais Carey, on dirait qu'il pense pas qu'il est à bonne place dans sa tête pour être capitaine. No offense, je respecte ça. Non, il est occupé en ce moment. Il est occupé puis il prend son break. Bon break, Carey. Mais y a-tu un bateau? C'est ça, je suis pas sûr. Okay. Je veux pas m'avancer. Dire, il y a un bateau, il y a pas de bateau. J'ai checké sur le compte d'Angela Price aussi pour être sûr. Ouais. Pis, les résultats sont pas clairs non plus. Fait qu'au final, Tyler Toffoli aussi, 2 photos de bateau. OK. C'est pas rien. Mais le prochain capitaine, le seul unique, 10 photos de bateau sur Instagram, tabarnak. C'est sûr qu'il y a un bateau. Il doit avoir une flotte. Est-ce qu'il est sur un bateau ou il y a juste des photos de bateau? Il est sur un bateau. Okay. Il a pris une photo avec un bateau. Okay. 10 photos sur un bateau. Le gars, ça doit être un Commodore. Là. Il y a une flotte. OK. Et ce joueur-là, c'est qui? Ben, c'est le seul et l'unique. Monsieur score un hat-trick à la fin de la saison. C'est Ryan Poehling. Ah oui, Ryan Poehling. Ben oui. OK. Donc, ça serait... Le problème pour régler notre leadership, ça serait d'avoir Ryan Poehling comme... pas Riley, Ryan Poehling comme capitaine des Canadiens de Montréal. Exactement. Le gars, il sait de quoi qu'il parle. Il y a 10 photos de bateaux. Genre, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est clair qu'il y a au moins 4-5 bateaux. Il doit avoir derrière chez eux, ça doit être un lac avec un petit quai de 50 pieds.
3-4 yachts. Le gars, il sait de quoi qu'il parle, là. Ben oui, avec le petit salaire qu'il fait en plus, là. Mais ça, c'est juste qu'est-ce qui monte à TV puis qu'est-ce qui se passe vraiment. Pauling, là, lui, c'est un gars qui était bien dans le coke avant. Je sais pas si tu le savais, mais il vendait... Comment, tu sais, ses bateaux, ils servaient à ça, passer de la coke. Mais ça veut dire capable de gérer un équipage. Ah, ben c'est ça, hein. Gérer un équipage, c'est quoi? Ben oui. Du leadership. Et voilà. OK, non, on le sait, on a quasiment le temps de faire une conclusion à ça. On a quasiment le temps, mais c'est rare qu'on a le temps. Hein. C'est rare, certain. Mais on a fait la conclusion. Ouais, c'est Ryan Pauling. C'est Ryan Pauling, mais tu sais, là, il peut pas être seul. Ben, ça va être un assistant capitaine. C'est ça, là, il n'y a pas grand-chose. Là. Tu peux pas ça va être Joel Edmondson. De Québec là-dedans. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu me laisses pas parler. Il serait temps qu'on parle d'eux un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, OK. Les Nordiques, envoie-moi une minute. Ouais, ben, les Nordiques sont toujours pas revenus, mais les Coyotes, ils ont pas d'aréna l'an prochain, fait que peut-être que c'est l'opportunité qu'ils peuvent déménager là-bas. C'est pas, on jase. Et les Canadiens de Montréal, maintenant, ils ont plus de Québécois. C'est peut-être un signe que les Nordiques vont venir. Ça me fait plaisir de vous avoir parlé. Mesdames et messieurs, les lignes fermées. Oh yeah! Nouveau concept tout le contraire des lignes ouvertes, c'est-à-dire les lignes fermées. Le nouveau concept est simple. Au lieu que je vous donne un numéro de téléphone de match nul et que vous m'appelez pour jaser avec nous, on vous appelle directement sans crier gare pour vous parler de sujets des lignes fermées. Eh ben oui, on révolutionne un concept qui va de la radio facile. C'est-tu pas beautiful, ça, hein? Et si personne s'inscrit aux lignes fermées, parce que vous allez pouvoir vous inscrire sur notre site internet, mais c'est pas grave, je vais juste appeler le monde dans mon bottin téléphonique. Hein? Et on commence sans plus attendre avec notre premier répondant, justement tiré de mon bottin téléphonique parce que personne ne s'est inscrit encore sur le site internet, qui était là au début de match nul et qui a préféré faire une carrière que de continuer avec le meilleur balado sportif que personne n'écoute, Francis Coury. Donc, on part la machine et on l'appelle. On va voir s'il nous répond, parce que, tu sais, hein, ça se pourrait aussi qu'il nous répondent pas, hein? Mais bon, hein? Ça fait partie des aléas des lignes fermées, comme on pourrait dire, hein? Donc, voilà. Allô? Oui, bienvenue aux lignes fermées de match nul, amateurs de sport, comment allez-vous? Hey, voyons donc, salut, ça va? Ben oui, ça va. Ben oui. Vous êtes le premier auditeur à faire partie des fameuses lignes fermées de match nul. Comment vous sentez-vous? Alors, ben là, je m'attendais pas à ça. Là. C'est très cool. J'ai entendu parler. Là. Non, je capote, sérieux. Je capote! Ben, j'espère que tu capotes. Puis on a un gros sujet de débat ce soir, hein? Les sponsors des équipes sportives. Hein? Et quand je parle de sponsors sur les uniformes des équipes sportives, je parle évidemment des commanditaires sur les chandails de hockey. OK? Donc, Monsieur Francis, seriez-vous pour ou contre ce genre de pratique? Ben là, tu poses la question, c'est y répondre. Moi, je suis contre à 100%. Le sport est un droit, ce n'est pas un bien de consommation. OK? Là, je sais que vous allez me dire, ben là, de toute façon, le sport professionnel, c'est déjà une business, puis ça fait longtemps de ça. On n'est plus à l'époque de Maurice Richard, où est-ce qu'il fallait qu'il travaille dans une usine, sous les fouets des contremaîtres, pendant qu'il jouait dans la Ligue nationale en même temps. À Star, c'est une business, il y a de la publicité, il y a des paris sportifs, les athlètes, c'est plus juste des athlètes, c'est des marques eux-mêmes. Le problème que j'ai avec les sponsors, c'est que maintenant, c'est rendu que ça touche les symboles. Le maillot du Canadien de Montréal, le chandail du Canadien de Montréal, l'uniforme du Canadien de Montréal, c'est un symbole qu'on va venir altérer en ajoutant quelque chose qui n'a aucun lien, ni sentimental, ni commercial, ni rien de ça. Tu sais, en ce moment, si je ne me trompe pas, corrige-moi si je me trompe, c'est quoi? C'est CIBC qui a fait casques du Canadien? Hein? Oui, en ce moment, CIBC, et on a aussi TikTok sur les casques des Maple Leafs de Toronto. Bon, je te pose une question, moi aussi. C'est quoi le rapport? L'argent, hein? Mais... Exact. Mais tu sais, quand je peux faire mon avocat du diable, au soccer, ou au foot, comme je pourrais dire, le logo, c'est un... Ben, en fait, c'est une commandite. Oui, c'est ça que je trouve particulier, parce que ça aussi, c'est des sports qui ont une valeur sentimentale très forte pour leur population. Et eux sont comme habitués à ce que leur jersey et leur maillot soient associés à des marques.
Mais rappelle-toi toutes les tollés que ça faisait quand telle compagnie achetait telle équipe. Tu sais, on va se le dire, mettons, les compagnies très basées dans les pays du Golfe, les Émirats, le Qatar, etc., qui possèdent plusieurs équipes sportives européennes, des gros clubs européens. Il y a eu là-bas aussi une dissonance entre ce que le propriétaire représente et ce que l'équipe a comme valeur aux yeux des populations. C'est comme un sentiment de dépossession, finalement, tu sais. C'est comme si c'était la même chose que quand Gillette possédait le Canadien, finalement, tu sais. Hey, c'est malade, j'ai l'impression que tu es en train de faire une entrevue au 98.5, là, c'est parfait. Une petite question comme ça, mon cher Francis, parce que, tu sais, on reste quand même match nul, on va pas rentrer dans le trop sérieux, hein, quand même, là. Tu me parles sur des affaires, je m'attendais pas à ce que tu me parles. Premièrement, je m'attendais pas à ce que tu m'appelles. Deuxièmement, je m'attendais pas à ce que tu me parles de quelque chose qui vient me chercher autant, mais bon, c'est pas grave. Vas-y. C'est le principe des ligues fermées, hein. Aucun sujet n'est ouvert ou fermé, en tout cas. Bref, moi, je voudrais savoir, mettons, on jase là, pour le Canadien de Montréal, pas le Canadien de Montréal, mais je veux dire, pour la vie, quel serait le meilleur sponsor sur un chandail de sport? Pour le Canadien? Ouais, pour le Canadien, tant qu'à faire. Ben, moi, honnêtement, un bon sponsor pour le Canadien, ça serait n'importe quel petit barbershop local. Parce que non seulement t'as l'aspect le Canadien, c'est nous, c'est très local, mais t'as les 3 couleurs bleu, blanc, rouge du barbershop. Je trouve que ça serait parfait, ça défigurerait pas les images, la couleur associée au tricolore. Le tricolore, ça le dit, le tricolore. Voilà. Fait que toi, le Saint-Hubert, dans le fond, sur le chandail du Rocket, tu tripes pas, là? Non, ben tu vois, encore là, appropriation culturelle. Si Saint-Hubert, c'est encore québécois, ça passe. Ah! Les petits poulets à Laval, on y en a plein, mais là, c'est un gros coq ontarien maintenant. Non, américain. C'est un ontarien ou américain à fond? Je crois que c'est ontarien. Tu te confonds peut-être avec Tim Horton, là. Oui, c'est ça. Voilà. OK. OK. Mais si on sort du Canadien, ça serait quoi le meilleur sponsor sur un chandail? Point, là. Oh! Meilleur sponsor sur un chandail de hockey ou un chandail de sport en général? Ça peut être un chandail de sport, là. Je suis ouvert là, à la discussion, là. Ben, c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des ironies qui sont vraiment délicieuses, là. Genre, tu sais, mettons, je sais pas, moi, si McDo sponsorisait une marque de ça, directement associé à un chandail sportif, ça serait quand même très ironique, là, t'sais. Comme McDonald's et Alexandre Despatie, par exemple? Exactement, c'est l'exemple parfait. Ou quelque chose de plus encore violent, ça fait genre Monsanto. Monsanto sponsorisé sur un chandail d'une équipe sportive, c'est plus du sport, là. C'est rendu genre de la propagande, littéralement. OK. Et dernière petite question, moi je vais faire le contraire maintenant la question. Quel sponsor aurait pas sa place sur un uniforme? Là, tu me poses une bonne. Quel sponsor? OK, là, je vais le prendre. Si on veut y aller un petit peu plus sérieux, là. Ouais. N'importe quelle marque qui est connotée à un langage ou à un discours qui véhicule soit de la violence, mais je parle pas de la violence, genre, je parle vraiment des trucs là, inacceptables, genre théorie du complot, racisme. Fait que toi, un chandail avec le logo de la meute ou le True Social, ça serait pas non, ça serait non, là, c'est ça? Exactement. Puis, tu sais, des fois aussi, il y a des compagnies qui sont même pas des compagnies qui n'ont pas rapport politiquement, mais qui ont accepté de s'associer à certains comportements. Mon Dieu, quel exemple. À l'époque, dans le temps, il y avait des Starbucks en Arabie Saoudite qui avaient affiché des messages pour dire femmes, veuillez vous abstenir, tu sais, de vous présenter dans ce commerce. Mais Starbucks, même s'ils sont en Arabie Saoudite, c'est une entreprise multinationale internationale, tant qu'à moi, ils boycottent ça. T'sais. Bon, OK. Tu mets pas ça sur tes chandails de sport. Exemple. Exemple. On jase. Bon, ben merci d'avoir amené un peu de sérieux dans notre podcast. On t'est rendu trop flyé dans ce moment-là. Mais merci d'avoir répondu. N'hésitez pas à vous inscrire une nouvelle fois à nos lignes fermées, même si toi, je t'ai juste appelé du direct de mon bottin téléphonique. Hey, je m'en allais me coucher. Là. J'étais déjà en bobette et tout, mais merci de m'avoir appelé. Vous m'avez réveillé. Je retourne travailler. Bon, ben parfait. C'est ça. On aime ça, les gens productifs. Alors, salut!
Merci, là, non, je sais pas. Bye. Et c'est déjà tout pour Match Nul. Merci à Maxime Bolquin pour son expertise toujours pertinente sur le hockey, ainsi qu'à Simon Tremblay pour ajouter un peu de variété dans les voix de nos sketchs. Ben oui, c'était pas juste moi aujourd'hui. Waouh, c'est cool, hein? Vous pouvez nous suivre sur la plateforme sociale que vous voulez, et si vous êtes rendu là dans le podcast, ben probablement que vous nous suivez déjà, donc ça sert pas à grand-chose que je vous dis ça, mais bon, en tout cas, on se revoit une prochaine fois pour un nouvel épisode de Match Nul.